Les sanglots d'un homme m'ont arraché à un abîme sombre. C'était un son brisé, mêlé au crépitement de la pluie qui commençait à tomber en cette heure matinale. Je me suis frotté les yeux, me levant lentement de mon lit, l'esprit encore embrumé de sommeil. Le son continuait, tremblant et chargé de douleur. Il venait de devant la maison. Ma maison. Je me suis dirigé vers la vieille porte en bois, confuse, le cœur battant à tout rompre. Qui pouvait bien pleurer devant chez moi à une heure pareille? La peur m'a traversé l'esprit, mais ses sanglots. Ils avaient une résonance étrangement familière. Lorsque j'ai finalement ouvert la porte, le monde s'est arrêté de tourner. Théo. C'était Théo, mon gendre. Il était là, sur le perron humide, dans le costume de mariée blanc qui aurait dû être le plus élégant de sa vie. Mais il était maintenant froissé, taché de boue et trempé par la pluie incessante. Son visage, autrefois si beau et radieux, était livide et couvert de larmes. Ses yeux étaient rouges, gonflés, comme s'il avait pleuré toute la nuit. Il me regardait avec une culpabilité si écrasante que je pouvais sentir son poids. Il tremblait, non pas à cause du froid de la pluie, mais d'une souffrance qui semblait venir de l'intérieur. Ses lèvres tentaient de former des mots, mais seul un gémissement s'en est échappé. Je suis désolée, Hélène. Ce furent les premiers mots qu'il réussit enfin à prononcer, sa voix rauque et tremblante. Je suis sincèrement désolée. Il s'est effondré sur le sol du perron, baissant la tête et pleurant comme un enfant, laissant la pluie et ses larmes se confondre. Je suis restée figée, pétrifiée, ne sachant que faire, l'esprit assailli de questions. Que s'était-il passé? Pourquoi était-il ici, dans cet état? Et Clara, ma fille chérie, où était-elle en ce moment? N'était-ce pas leur jour de mariage, hier? Le jour le plus heureux de leur vie, le jour où moi sa mère n'avais pas été autorisée à assister. La douleur que j'avais tenté d'enfouir au plus profond de moi la veille a refait surface avec une violence inouïe. Le souvenir d'il y a 3 mois est revenu dans mon esprit, aussi clair que s'il datait d'hier. 3 mois plus tôt, le rire cristallin de Clara résonnait encore dans ma petite boutique de fleurs. Fleurs d'aurore, c'était toute ma vie, mon âme et notre maison. Un simple rez-de-chaussée commercial, avec notre appartement juste au-dessus. Ce n'était peut-être pas luxueux, mais chaque centimètre carré était imprégné d'amour, de souvenirs et du parfum des fleurs. Maman, regarde ça, c'est magnifique. Ton talent est intact, avait dit Clara en prenant délicatement une composition de pivoine que je venais de terminer. Elle l'avait portée à son nez, humant profondément son parfum. Son sourire, ce jour-là, illuminait mon monde. Clara, la prunelle de mes yeux. Depuis que son père nous avait quittés il y a plus de 20 ans, nous n'avions eu que l'une et l'autre pour nous soutenir. Je l'avais vue grandir, de petite fille à jeune femme épanouie et brillante. Diplômée avec mention, un excellent poste dans une grande entreprise, un avenir radieux devant elle. Je ne désirais rien de plus que son bonheur. Et il semblait que le plus grand bonheur de sa vie était sur le point d'arriver. Maman, ce soir, je te présente quelqu'un de spécial, avait-elle annoncé en m'aidant à arranger des fleurs dans un vase, ses joues rougissant visiblement. Mon cœur de mère s'était gonflé de joie et d'excitation. Ah oui. Et qui est-ce? Raconte-moi, avais-je demandé avec un sourire, devinant déjà la réponse. Clara avait souri timidement avant de me parler de Théo. Elle le décrivait comme un homme bon, attentionné, chaleureux, et qu'il aimait profondément. Plus important encore, il était l'héritier d'un grand groupe immobilier. En entendant cela, mon cœur s'était légèrement alourdi. Le fossé social entre nous était immense, et je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Notre famille n'avait que cette boutique et cet appartement modeste. Mais en voyant les yeux brillants de bonheur de ma fille, j'ai repoussé mes craintes. Je priais seulement pour que cet homme l'aime sincèrement. Ce soir-là, Théo est entré dans notre petite boutique. Il était encore plus charmant que je ne l'avais imaginé. Grand, élégamment vêtu, un visage séduisant. Mais c'est son regard doux et son sourire sincère qui m'ont le plus touché. « Bonjour madame, je suis Théo. Enchanté de vous rencontrer. » Il m'a serré la main avec respect. Il a regardé autour de lui avec une admiration sincère. « Votre boutique est magnifique. Ça sent divinement bon, on se croirait dans un jardin enchanté. »
Clara se tenait à ses côtés, le visage rayonnant de bonheur. Je les ai invités à dîner à l'étage, dans notre modeste appartement. Le repas n'était qu'un simple poulet rôti avec des pommes de terre, que j'avais préparé moi-même. Mais Théo a mangé avec un appétit qui faisait plaisir à voir, se resservant 2 fois et me comblant de compliments. Il a rempli la soirée de chaleur, parlant de sa famille avec franchise et écoutant attentivement notre histoire. Mon inquiétude s'est peu à peu dissipée. Après le dîner, il a même insisté pour nous aider à faire la vaisselle, sans aucune prétention. Avant de partir, il m'a de nouveau remercié chaleureusement. Merci pour ce délicieux repas, Hélène. Je reviendrai vous voir bientôt. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa berline allemande de luxe, garée devant ma modeste façade. Le contraste était saisissant, mais mon cœur était étrangement soulagé. Clara est venue me serrer dans ses bras. Il est bien, n'est-ce pas, maman? J'ai caressé ses cheveux. Oui, ma chérie. Il a l'air d'un homme très bien. Je suis si heureuse pour toi. Après ce jour, Théo est venu nous voir souvent. Il m'apportait toujours des pâtisseries d'un grand chef et m'aidait parfois à la boutique. Il ne montrait jamais le moindre mépris pour notre vie simple. Tout semblait parfait. Puis, j'ai commencé à remarquer de subtils changements chez Clara. Un jour, une amie l'a appelée. J'ai entendu Clara lui dire d'une voix hésitante, « Oh, je suis juste de passage dans le quartier », alors que nous étions en train de déjeuner chez nous. Lors d'appels vidéo avec les amis de Théo, elle choisissait toujours l'angle le plus flatteur de l'appartement, évitant de montrer les parties plus anciennes. Un soir, en regardant un film où l'héroïne présentait son fiancé à sa famille dans une immense villa, Clara a soupiré, « Leur maison est sublime si seulement on avait une maison comme ça. » Ces mots étaient comme une petite pierre jetée dans mon cœur, créant des ondes qui s'élargissaient lentement. Jusqu'au jour fatidique. Un soir, Théo et Clara sont revenus, le visage radieux. Théo a pris la main de Clara et s'est tourné vers moi. « Hélène, j'aime Clara plus que tout au monde, et je voudrais vous demander sa main. » Des larmes de joie ont coulé sur mes joues. J'ai hoché la tête, folle de bonheur, les serrant tous les deux dans mes bras. C'était le jour que j'attendais. Ma mère, Elisabeth, aimerait beaucoup vous inviter à dîner, vous et Clara, ce samedi, a ajouté Théo. Elle a hâte de vous rencontrer. Le sourire de Clara s'est légèrement effacé. J'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux, rapidement masquée. Vraiment, Théo? C'est merveilleux. Cette nuit-là, après le départ de Théo, Clara semblait différente. Elle a commencé à fouiller ma garde-robe. Maman, il faut que tu sois impeccable. C'est la première fois que tu vas rencontrer Madame Dubois. Son ton était inhabituellement tendu. Et essaie de ne pas trop parler. La mère de Théo est très à cheval sur les convenances. Son anxiété me gagnait. Le poids que j'avais senti disparaître revenait lentement m'oppresser. Je ne savais pas encore que ce dîner du samedi allait changer nos vies pour toujours. Le samedi est arrivé, apportant avec lui une nervosité qui me serrait le cœur. Clara a passé la matinée à jouer les stylistes, sortant de mon armoire une robe en soie de couleur crème que je gardais pour les très grandes occasions. Celle-ci est parfaite, maman. Élégante et sobre. Dans le vieux miroir, j'ai vu le reflet d'une femme ordinaire s'efforçant de paraître à la hauteur, mais je me sentais comme si j'allais au combat, et non à un dîner de célébration. La voiture de Théo est arrivée. « Vous êtes très belle, Hélène » a-t-il dit. J'ai répondu par un sourire forcé. Pendant le trajet, Clara était silencieuse, ses mains crispées sur ses genoux. J'ai posé ma main calleuse sur la sienne. Elle était froide et moite. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Sois toi-même. » La voiture s'est engagée dans une allée privée menant à un hôtel particulier majestueux à Neuilly-sur-Seine. C'était plus grand et plus luxueux que tout ce que j'avais pu imaginer. Mon petit appartement aurait tenu dans leur garage. Un sentiment d'infériorité m'a envahi. Théo nous a fait entrer dans un hall somptueux où une femme élégante nous attendait. C'était Elisabeth Dubois, la mère de Théo. Vêtue d'une robe en dentelle bleu marine, parfaitement maquillée, elle avait une allure altière et intimidante. Son sourire était poli, mais son regard était froid, scrutateur. « Bonjour, Clara »
a-t-elle dit à ma fille, avant de se tourner lentement vers moi. Je l'ai saluée avec le plus grand respect. Bonjour, madame. Elle a répondu par un léger hochement de tête, son regard balayant ma tenue de la tête aux pieds, s'arrêtant une seconde sur mes mains abîmées par le travail. Asseyez-vous, je vous en prie Hélène, c'est bien cela? Oui Hélène, ai-je répondu d'une voix faible. La conversation pendant le repas fut un supplice. Madame Dubois menait l'échange, ses questions étant comme des lames invisibles qui écorchaient ma confiance. J'ai cru comprendre que vous teniez une boutique de fleurs, a-t-elle demandé alors qu'on nous servait une soupe veloutée. Oui, une petite boutique de quartier, ai-je répondu honnêtement. C'est bien. Une occupation. C'est mieux que de ne rien faire, a-t-elle commenté, comme si le travail de toute ma vie n'était qu'un passe-temps. Clara a pâli. La boutique de maman est très réputée, madame. Elle a des clients très fidèles. Elisabeth a jeté un regard bref à Clara, puis est revenue vers moi. Et vous êtes originaire d'où, exactement? Je me sentais comme à un interrogatoire. Je suis de Paris. Mais d'une famille simple, sans grande entreprise. Je vois, a-t-elle répondu sèchement, avant de se tourner vers Théo pour parler affaires, comme si j'avais cessé d'exister. Je n'ai senti le goût d'aucun des plats raffinés servis ce soir-là. Avant notre départ, Madame Dubois a pris Clara à part pour une conversation privée. Je n'ai pas vu clairement le visage de ma fille, mais je l'ai vue hocher la tête à plusieurs reprises, le regard baissé. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Clara n'a pas dit un mot, le regard perdu dans le vague. Dès que nous sommes arrivés, elle s'est précipitée à l'étage, me laissant seule avec ma confusion et une angoisse grandissante. Je savais que cette conversation privée marquerait un tournant décisif. Les jours suivants, Clara a changé. Obsédée par les préparatifs du mariage, elle ne parlait que de robes de créateurs et de palaces parisiens. La lueur dans ses yeux avait été remplacée par une tension palpable. Un soir, elle a brisé le silence pendant notre dîner. Maman, je veux que mon mariage soit absolument parfait. Bien sûr, ma chérie. Dis-moi comment je peux aider. Clara a posé ses couverts. La famille de Théo prend en charge la plupart des frais. Le lieu, le traiteur, la décoration. C'est une bonne chose, non? Mais il y a la question de la dot enfin, de la participation de la famille de la mariée, a-t-elle dit en évitant mon regard. Nous devons contribuer aussi, pour ne pas perdre la face devant leurs invités. Mon cœur s'est serré. Et de combien aurions-nous besoin? Elle a murmuré un chiffre. Une somme si astronomique que j'ai failli m'étouffer. Toutes mes économies, l'assurance vie de mon mari, tout cela ne représentait même pas un dixième de ce montant. Autant que ça, ma puce? Mais où veux-tu que je trouve une telle somme? Ma voix tremblait. Je ne sais pas, maman. Mais sa mère a dit que c'était la tradition, que si nous ne participions pas, on aurait l'air de vouloir profiter de leur fortune. Les mots « profiter de leur fortune » m'ont poignardé en plein cœur. Je ne veux pas qu'on nous méprise, maman, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant de frustration. Je veux pouvoir être fière le jour de mon mariage. Chacun de ces mots était un couteau dans mon cœur. Est-ce que ma fille me voyait comme un fardeau? Maman, tu m'as entendu? S'il te plaît, c'est la seule chose que je te demanderai de toute ma vie. Je vais essayer, ma chérie, ai-je réussi à articuler. Cette nuit-là, je ne suis pas parvenue à dormir. Je suis descendue dans la boutique obscure. La lune éclairait les fleurs endormies. Cet endroit était tout mon monde, le fruit du labeur de mon défunt mari et moi. L'acte de propriété de cet immeuble était mon unique et dernier bien. Ma seule sécurité. J'ai pleuré en silence. L'amour pour ma fille était si grand qu'il balayait toute raison. Je ferais n'importe quoi pour son bonheur. Le lendemain matin, ma décision était prise. J'ai menti à ma fille pour la première fois. Je lui ai dit que j'allais utiliser une dernière somme d'argent que son père avait mise de côté pour elle. Clara a pleuré de joie et m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Je t'aime plus que tout au monde. Ces mots m'ont fait plus mal qu'une insulte. La semaine suivante, le cœur lourd, je suis entrée dans une banque.
J'ai signé les papiers, la main tremblante. J'ai hypothéqué l'immeuble. La maison et la boutique où j'avais passé ma vie ne m'appartenaient plus. J'ai versé tout l'argent sur le compte de Clara. Elle semblait si heureuse, si soulagée. J'essayais de me convaincre que mon sacrifice en valait la peine. Les préparatifs du mariage se sont accélérés. Clara était de plus en plus absente, passant le plus clair de son temps chez Théo. Nous parlions de moins en moins. Puis, 2 semaines avant le mariage, mon téléphone a sonné. C'était Clara. « Comment ça va, ma chérie ? Pas trop fatiguée par les préparatifs ? » Un silence à l'autre bout du fil a glacé mon sang. « Clara ? Quelque chose ne va pas ? » Maman, sa voix était froide, distante. Pour le mariage, elle a hésité. « Je pense que ce serait mieux que tu ne viennes pas. » Mon monde s'est écroulé. Mes oreilles bourdonnaient. « Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ai-je balbutié. « Ce n'est rien, » a-t-elle répondu, sans émotion. « Il y a des raisons que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Disons juste que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que tu ne sois pas là. » Pas d'explication. Pas d'excuse. Elle a raccroché, me laissant là, le téléphone à la main, le cœur en miettes. Les larmes que j'avais retenues ont jailli, un torrent incontrôlable. Était-ce là la récompense pour mon sacrifice ? Avoir tout donné pour ne même pas pouvoir assister au mariage de ma propre fille. Les 2 semaines qui ont précédé le mariage de Clara furent un cauchemar sans fin. Chaque nuit, je m'endormais en larmes et me réveillais avec un cœur vide. Les mots de Clara, « ce serait mieux que tu ne viennes pas », résonnaient sans cesse dans ma tête. J'ai essayé de l'appeler, de joindre Théo, mais en vain. J'étais coupée de son monde, comme si je n'avais jamais existé. Ma boutique, autrefois mon refuge, était devenue une chambre de torture. Martine, ma voisine et amie, passait me voir plus souvent, inquiète. « Hélène, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as une mine affreuse. » Je ne pouvais que secouer la tête, retenant mes larmes. « Ce n'est rien, ma fille me manque, c'est tout. » « Mais elle se marie bientôt. Tu devrais être folle de joie. » Ces mots ont fait céder la digue. Je me suis effondrée dans ses bras, lui racontant tout, l'hypothèque, l'interdiction d'assister au mariage. « Cette petite peste », s'est exclamée Martine, furieuse. « Comment ose-t-elle te faire ça ? Elle a oublié qui l'a élevée ? » Ne dis pas ça, Martine, elle doit avoir ses raisons. Des raisons, mon œil. Aucune raison au monde ne justifie d'interdire à sa propre mère de venir à son mariage. Cette histoire pue, Hélène. Ça pue depuis que tu m'as parlé de cette belle-mère snobinarde. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Et si tout venait de Madame Dubois ? Le jour du mariage est arrivé. Un poids écrasant sur ma poitrine. J'ai regardé la date cerclée de rouge sur le calendrier, le cœur brisé. Aujourd'hui, ma fille unique se mariait, et moi, sa mère, j'étais prisonnière de ma propre maison. J'ai accroché une pancarte « Fermeture exceptionnelle » sur la porte. Martine est venue m'apporter le petit déjeuner. Nous avons mangé en silence. Sa présence était un réconfort muet dans cette journée de douleur. En fin de matinée, une amie de Clara a posté les premières photos de la cérémonie sur Instagram. Le mariage civil dans un palace parisien. Je voyais Théo, magnifique dans son costume sur mesure. Et à côté de lui ma fille, Clara. Resplendissante dans une robe de créateur, belle comme une princesse de conte de fées. Mais son sourire était crispé. Son regard ne brillait pas de ce bonheur que toute mariée devrait avoir. J'ai fait défiler les photos. Une photo de groupe. Madame Dubois, au centre, rayonnante, entourée de son fils et de sa nouvelle belle-fille. Toute la famille du marié était là. Sauf une personne. La mère de la mariée absente du souvenir le plus important de la vie de sa fille. Une larme a coulé sur l'écran de mon téléphone. « Arrête de regarder ça, Hélène, tu te fais du mal », a doucement dit Martine. J'ai éteint mon téléphone, mais les images restaient gravées dans mon esprit. Les souvenirs affluaient, sa naissance, son premier jour d'école, sa remise de diplôme, j'avais toujours été là. Sauf aujourd'hui. Le soir, alors que je m'apprêtais à me coucher,
une notification a vibré. Un message de ma banque. Un rappel pour la première échéance de l'hypothèque, le mois prochain. Ce message m'a ramené brutalement à la réalité. La réalité que j'allais perdre ma maison. La réalité que mon sacrifice avait été vain. J'ai serré mon téléphone, la douleur et l'amertume m'envahissant à nouveau. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la réception battait son plein. Théo et Clara saluaient les invités, un sourire aux lèvres. Mais Théo sentait que quelque chose clochait. Clara était distante, absente. Il l'avait interrogée, mais elle avait balayé ses inquiétudes d'un « je suis juste un peu fatiguée ». Mais Théo savait que c'était plus que ça. Elle lui cachait quelque chose. La grande question qui le hantait toute la journée était « pourquoi Hélène n'était-elle pas là ?» Ce matin-là, Clara lui avait dit que sa mère était « souffrante ». Une réponse plausible, mais Théo n'y avait pas cru. Il avait proposé de passer la voir, mais Clara avait refusé sèchement. « Non. On va être en retard. Laisse-la se reposer. » Son malaise s'est intensifié pendant les discours. Sa propre mère, Elisabeth, faisait l'éloge de Clara. Ce qui m'a le plus impressionné chez Clara, c'est sa force de caractère. C'est une jeune femme qui a réussi par elle-même, avec une grande fierté. Le fait qu'elle ait utilisé ses propres économies pour participer à ce magnifique mariage montre à quel point sa famille lui a inculqué de belles valeurs. Chaque compliment semblait faire pâlir Clara davantage. Théo l'a senti trembler à ses côtés. Il a vu son visage se décomposer. Plus tard, Elisabeth a continué ses éloges à leur table. « Tu as été parfaite, ma chérie. Digne d'être ma belle-fille. Surtout pour avoir géré ta part financière sans le moindre problème. Cela m'a fait grand honneur auprès de nos amis. » Clara est devenue livide. Elle a vidé sa coupe de champagne d'un trait. Théo a observé la scène, ses doutes grandissant de seconde en seconde. Alors que des amis les entouraient, il a vu Clara s'éclipser discrètement vers un coin isolé. Elle a sorti son téléphone, tapant un message avec une agitation fébrile. Poussé par la curiosité et l'inquiétude, Théo l'a suivie. Caché derrière une colonne, il l'a observée. Elle regardait une conversation avec un contact nommé « Fleur d'Aurore ». Hélène. Son cœur s'est serré. Pourquoi devait-elle se cacher pour parler à sa mère ? Il a réussi à lire le dernier message reçu, envoyé par Hélène plusieurs heures plus tôt. « Je te souhaite tout le bonheur du monde, ma Clara. Où que tu sois, sache que je t'aime. » En dessous, une photo, un petit bouquet de marguerites, ses fleurs préférées, simplement posées dans un vase. Le message d'une mère auquel sa fille n'avait pas répondu. Une larme de Clara est tombée sur l'écran. Elle l'a essuyée rageusement et a tapé une réponse, les doigts tremblants. « Tout va bien maman, ne t'inquiète pas. » Elle a fixé son message, puis l'a effacé. À la place, elle a tapé une réponse glaciale. « Ok. » Un seul mot. Puis elle a verrouillé son téléphone. Théo était abasourdi. Rien n'avait de sens. Une mère trop malade pour venir au mariage mais capable d'envoyer un message ? Une fille qui répondait avec une telle froideur ? Et cet argent d'où venait-il réellement ? La petite boutique d'Hélène pouvait-elle générer de telles économies ? Tous ses doutes convergeaient vers une seule conclusion, Clara lui mentait. Et ce mensonge concernait la femme qu'il respectait le plus au monde, Hélène. Il devait savoir la vérité. Ce soir. Une fois le dernier invité parti, Théo et Clara ont été conduits à la suite nuptiale. Dès que la porte s'est refermée, le masque de Clara est tombé. « Enfin c'est terminé », a-t-elle murmuré. Théo la regardait, l'amour et le désir remplacés par le doute et la déception. « Clara, nous devons parler », a-t-il dit d'un ton sérieux et froid qu'elle ne lui connaissait pas. Elle s'est retournée, surprise. « Parler de quoi, Théo ? Je suis épuisée, je peux prendre une douche d'abord ? » Elle a tenté de s'échapper, mais il lui a barré le passage. « Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas répondu à mes questions. » « Quelles questions ? Ta mère, elle n'est pas malade, n'est-ce pas ? » Clara a sursauté, le regard paniqué. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que si. » « Mensonge » a-t-il hurlé.
Je t'ai vu discuter avec elle par message. Une personne malade ne passe pas son temps à composer des bouquets pour sa fille. Démasquée, Clara est restée sans voix. Pourquoi m'as-tu menti? Et pourquoi Hélène n'est-elle pas venue? Réponds-moi. J'avais mes raisons. Quelles raisons? Celles qui te poussent à exclure ta propre mère du jour le plus important de ta vie? La colère de Théo explosait. Passons. Parlons d'argent. Le mot « argent » a fait l'effet d'une bombe. Tes économies, cette somme énorme que tu as apportée pour le mariage. D'où vient-elle, Clara? Ce sont mes économies, je te l'ai dit. Vraiment, a-t-il ricané. Je suis un homme d'affaires, Clara. Ton salaire d'une année entière ne suffirait même pas à payer la robe que tu portes. Chaque mot détruisait son mur de mensonges. Pourquoi tu m'agresses comme ça, a-t-elle pleuré. C'est notre nuit de noces, on devrait être heureux. Le bonheur construit sur des mensonges? Jamais. La patience de Théo était à bout. Il s'est dirigé vers la valise de Clara et l'a ouverte brutalement. Théo, non. Il a fouillé sans ménagement et a trouvé ce qu'il cherchait, une chemise cartonnée cachée sous les sous-vêtements. Il l'a ouverte. À l'intérieur, une copie d'un contrat de prêt hypothécaire. Le nom du propriétaire, Hélène. L'adresse du bien, celle de Fleur d'Aurore. Et le montant emprunté, le chiffre exact que Clara avait prétendu apporter. Théo a levé les yeux vers elle, son regard un mélange de choc, de douleur et de dégoût. Qu'est-ce que c'est que ça, Clara? Ce sont donc ça, tes économies? À cet instant, tout s'est effondré pour Clara. Elle s'est écroulée au sol, en sanglots. Oui. Voilà la vérité. J'ai menti. J'ai menti à tout le monde. Théo était pétrifié. La réalité était pire que tout ce qu'il avait imaginé. Comment as-tu pu, a-t-il demandé, la voix brisée. Tu as forcé ta mère à hypothéquer sa maison juste pour sauver les apparences à ton mariage? Et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, a-t-elle crié à travers ses larmes. C'est à cause de ta mère. C'est elle qui m'a poussé à bout. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Elle m'a humiliée. Elle a méprisé ma mère, notre famille, dès le premier jour. Elle a dit que si la mariée n'apportait rien, elle passerait pour une profiteuse. Elle a dit que pour faire partie de votre famille, je devais prouver que j'en avais la valeur. Elle frappait le sol de frustration. J'avais honte d'être pauvre. Honte d'avoir une mère qui n'est qu'une simple fleuriste. Je voulais juste être acceptée. Je voulais qu'on arrête de me mépriser. C'est si mal que ça? Théo a encaissé le coup. Il connaissait sa mère, mais n'aurait jamais cru que ces mots pouvaient mener à un acte aussi terrible. Pourtant, ce n'était pas une excuse. Le fait d'être méprisé ne te donne pas le droit de blesser la personne qui t'aime le plus au monde, Clara. Et le fait de lui interdire de venir, c'était l'idée de qui? De ma mère aussi? Clara s'est figée. Elle a secoué la tête. Non, a-t-elle sangloté. C'était mon idée. Ce fut le coup de grâce. Pourquoi? Parce que j'avais peur, a-t-elle hurlé. Peur que si maman venait, tout le monde découvrirait la vérité. Peur qu'elle dise quelque chose de déplacé. Peur que ses manières simples me couvrent de honte. Alors j'ai résolu le problème en lui interdisant de venir. Après cet aveu, le cœur de Théo s'est brisé. La femme qu'il aimait s'était révélée être une personne égoïste et méprisable. Son amour s'est évaporé, laissant place à la pitié et à une immense déception. Il lui a tourné le dos, a pris les clés de sa voiture. « Où vas-tu » a crié Clara en s'accrochant à sa jambe. « Ne m'abandonne pas, Théo, je suis désolée, pardonne-moi. » Il s'est dégagé sans un regard. « La personne à qui tu dois demander pardon à genoux, ce n'est pas moi. » Il est sorti de la suite, la laissant seule au milieu des ruines de ses mensonges. Il a conduit sans but, l'image du visage bienveillant d'Hélène dans son esprit. Cette femme qui avait tout sacrifié pour sa fille, pour être trahie de la sorte. Il se sentait coupable, terriblement coupable. Il n'y avait qu'un seul endroit où il devait aller. Il a entré l'adresse de « Fleur d'Aurore » dans son GPS et a foncé dans la nuit.
L'histoire est revenue à la scène de ce matin. Je regardais Théo, effondré sur mon perron, et j'écoutais la vérité, plus cruelle et lourde que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ne savais que ressentir. Le choc? La douleur de la trahison? Ou le soulagement de connaître enfin la vérité? En regardant cet homme brisé, j'ai vu un remords sincère. La colère qui m'habitait depuis des semaines a laissé place à une immense pitié. Lui aussi était une victime. Lève-toi, mon garçon, entre. Ma voix était rauque. Je l'ai aidé à se relever. Je suis désolé, Hélène, j'aurais dû comprendre plus tôt, répétait-il. Je sais, je te crois, ai-je répondu en le faisant entrer dans la boutique silencieuse. Je lui ai donné une serviette et un verre d'eau chaude. Il s'est assis sur la vieille chaise en bois, celle de Clara. Son regard a balayé les fleurs qui commençaient à faner, un monde de simplicité si loin du luxe de la veille. Je suis un idiot de ne pas avoir vu qu'elle mentait. L'amour rend aveugle, je suppose, ai-je dit pour le consoler, bien que mon propre cœur soit en morceaux. J'ai tellement honte, Hélène, honte pour Clara, et honte pour ma famille. Ma mère a sa part de responsabilité. Ces paroles ont dû exercer une pression terrible sur Clara. Je suis restée silencieuse. Elisabeth avait allumé l'étincelle, mais c'est ma propre fille qui avait choisi d'attiser le feu. Elle a ses idées, mais c'est Clara qui a agi. Je l'ai élevée, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse devenir comme ça. Et pour la maison, a-t-il demandé, inquiet. L'échéance du prêt, c'est pour quand? Je lui ai montré le message de la banque. Le mois prochain. Il a soupiré. Je vais m'en occuper, Hélène. Je vais trouver l'argent pour racheter l'hypothèque au plus vite. Non, Théo. Ce n'est pas ta faute. Je suis son mari. Ses dettes sont les miennes. Et surtout, je me sens redevable envers vous. Laissez-moi réparer ça, je vous en prie. Son regard était si déterminé. Cet homme, fraîchement trahi, faisait preuve d'une responsabilité et d'une noblesse qui contrastaient cruellement avec l'attitude de ma fille. Son téléphone a sonné. Clara. Il a rejeté l'appel. Des messages ont suivi. Il me les a montrés. Théo, où es-tu? Reviens, parlons. Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, réponds. On vient de se marier, ne fais pas ça. Pas un seul mot pour moi, sa mère. Une nouvelle vague de déception m'a submergée. Je dois aller lui parler, a dit Théo. Et parler à ma mère. Elle doit connaître toute la vérité. Et après? Que allez-vous faire, toi et Clara? Il a regardé par la fenêtre où la pluie s'était calmée. Je ne sais pas encore, Hélène. Je ne ressens que du vide et de la déception. L'amour que j'avais pour elle, il a disparu en une nuit. Il m'a regardé. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me ment et qui blesse de sang-froid la personne qui lui a tout donné. Ces mots étaient une sentence. Il s'est levé. Je dois y aller. Ne vous inquiétez pas pour la maison, je m'occupe de tout. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Le ciel s'éclaircissait. Hélène, puis-je vous demander quelque chose? Puis-je vous prendre dans mes bras? Surprise, j'ai acquiescé. Il m'a étreinte doucement, avec un respect filial. Je n'ai jamais connu cette chaleur de la part de ma propre mère, a-t-il dit, la voix étranglée. Merci pour tout. Il est parti, me laissant seule avec mes émotions complexes. Je savais qu'une confrontation difficile m'attendait. Je suis retournée dans la boutique, j'ai pris le petit bouquet de marguerites fanées que j'avais composé pour Clara. Il symbolisait notre relation, autrefois belle et fraîche, aujourd'hui flétrie. Je me suis assise sur le sol et j'ai pleuré, libérant enfin toute la douleur que j'avais gardée pour moi. J'ai passé le reste de la journée assise dans ma boutique silencieuse, le cœur vide. En fin d'après-midi, Martine est revenue, inquiète. Hélène, ça va? J'ai vu cette voiture de luxe ce matin. J'ai secoué la tête, trop épuisée pour tout raconter. C'est fini, Martine. Tout est détruit. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis là, Hélène. On va traverser ça ensemble. À ce moment, un taxi s'est arrêté.
Clara en est descendue. Sans maquillage, les traits tirés, les yeux bouffis de larmes, elle était l'image même de la défaite, revenue dans ce monde qu'elle avait tant voulu fuir. Elle se tenait sur le seuil, n'osant pas entrer. Nos regards se sont croisés. « Tu as encore le culot de revenir ici » a hurlé Martine. Clara a tressailli, pleurant de plus belle. « Martine, laisse-nous, s'il te plaît » ai-je dit doucement. Je me suis levée, je me suis approchée de ma fille. La confrontation la plus difficile de ma vie. « Maman » a-t-elle sangloté. « Je suis désolée. » Elle a voulu s'agenouiller, mais je l'ai retenue. « Entre. » Nous nous sommes assises à la table où nous avions partagé tant de repas. Je sais tout. Théo m'a tout dit. Elle a hoché la tête, pleurant. Oui, il m'a quittée. Il va demander le divorce. Sa mère, elle a appris la vérité. Elle a dit que leur famille ne pouvait accepter une belle-fille menteuse et ingrate. Son monde de rêve, construit sur la destruction de mon cœur, s'était effondré. C'est mérité, ai-je dit doucement. Elle m'a regardée, choquée. Ce que tu as fait, Clara, ce n'est pas une simple erreur. Tu as piétiné mon amour, mon sacrifice. Tu as jugé que l'argent et le regard des autres étaient plus importants que ta mère. Cette maison, cette boutique, c'était notre vie. Et tu l'as échangée contre une façade. Pourquoi au final? Rien que le vide et la honte. Je sais, j'ai été stupide, a-t-elle pleuré en s'agenouillant et en serrant mes jambes. Pardonne-moi, maman, je t'en supplie, je n'ai plus personne. Mon cœur de mère se brisait. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras. L'autre savait qu'un pardon facile ne lui apprendrait rien. Le pardon, Clara, ça se mérite par des actes. Pas par des mots. Je me suis dégagée. Lève-toi. Va faire tes valises. Maman, tu me chasses? Non. Mais ici, c'est chez moi. Tu dois apprendre à te débrouiller seule. Trouve un travail, un petit studio. Vis avec l'argent que tu gagneras. Prouve-moi, et prouve-toi, que tu as de la valeur par toi-même. C'était une punition cruelle, mais nécessaire. Elle a acquiescé en silence, puis est montée faire ses bagages. Quelques jours plus tard, Théo est revenu. Il avait remboursé l'hypothèque et m'a rendu l'acte de propriété. Il partait à l'étranger pour recommencer sa vie. Nous nous sommes souhaité bonne chance. Les mois ont passé. Ma vie a retrouvé sa tranquillité. J'ai appris par Martine que Clara travaillait comme vendeuse et vivait dans un petit studio. Elle ne m'a jamais contactée. Jusqu'au jour de mon anniversaire. Un livreur m'a apporté un petit bouquet de marguerites, avec une carte. Bon anniversaire, maman. Clara. Pas d'excuses. Juste ces mots simples. Mes larmes ont coulé. C'était un signe. Ce soir-là, alors que je contemplais le bouquet, sa silhouette est apparue à la porte. Elle avait maigri, mais son regard était plus calme, plus fort. Elle m'a offert un petit sourire, un vrai sourire, celui de la Clara que j'avais connue. Maman, a-t-elle dit doucement. J'ai acheté un gâteau, on peut souffler les bougies ensemble? Je l'ai regardé. Je savais que le chemin serait long, que la confiance mettrait du temps à se reconstruire. Mais à cet instant, je savais que le pardon avait commencé. J'ai hoché la tête, lui rendant son sourire pour la première fois depuis des mois. Bien sûr, ma chérie entre dans notre maison.